Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de TV Écho. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lancement de la 4G sur notre territoire. Nous recevrons d'abord sur notre plateau Vincent Poujol, le directeur général d'Orange Caraïbes. Puis, nous recevrons Betty Fosta, une véritable spécialiste du monde numérique. Cela n'a pas dû vous échapper, mais l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a récemment donné son feu vert pour l'utilisation de la fréquence 4G dans les Outre-mer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Voyons tout ceci en détail. En Guadeloupe, 4 opérateurs téléphoniques ont été sélectionnés le 11 octobre dernier par l'ARCEP pour utiliser la 4G. Il s'agit d'Orange Caraïbes, Digicel, Free Mobile et Outre-mer Télécom qui gèrent le réseau SFR. 4 opérateurs qui sont désormais libres d'utiliser les fréquences dans les bandes de 800, 900 et 1800 MHz ainsi que 2,1 et 2,6 GHz. Pour l'instant, seul Orange Caraïbes et Outre-mer Télécom proposent à leurs clients équipés de basculer vers la 4G ou 4G+. Pour Digicel, il va falloir patienter un peu et Free Mobile devrait faire coïncider son offre 4G avec sa prochaine arrivée sur le territoire guadeloupéen. La 4G qui va changer notre quotidien, pas tellement concernant les zones de couverture, la région montagneuse de Basse-Terre, les Grands Fonds, le Nord Grande-Terre et les îles de l'archipel restant malheureusement toujours aussi mal desservis par les réseaux. En revanche, pour celles et ceux qui captent la 4G, tout va aller plus vite sur les smartphones et tablettes. Le débit internet est en effet multiplié en moyenne par 3 par rapport à un bon débit 3G, de quoi garantir un transfert de données de meilleure qualité, et ce même en théorie par rapport à la fibre optique installée en ce moment dans les communes de Guadeloupe. C'est donc une véritable révolution technologique qui arrive enfin chez nous et que ne devrait pas bouder le monde économique, avec tout de même 3 ans de retard par rapport à la métropole. Donc, Monsieur Vincent Poujol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Orange Caraïbes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours? Je suis dans le groupe Orange depuis presque une quinzaine d'années. Je travaille dans d'autres sociétés, beaucoup dans de nombreux pays, en Afrique en particulier, au Moyen-Orient, à la fois chez Orange et en dehors d'Orange. Et chez Orange, j'ai été assez rapidement directeur général de filiale ou directeur de grosses unités. Et donc là, suite à un parcours au Moyen-Orient en Afrique, finalement, on m'a proposé de venir aux Antilles depuis maintenant presque 2 ans. D'accord. Et donc de m'occuper de l'ensemble des forces d'Orange aux Antilles et à la Guyane, et dans la Guyane, sur le fixe et sur le mobile. D'accord. Donc le lancement commercial de la 4G est effectif depuis la semaine dernière. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs? Quelle est la différence avec la 3G? Le gros changement, c'est du débit. C'est du débit, et le débit, bien sûr, c'est un peu théorique, mais ce qu'il faut en conclure, c'est que ça change la vie en matière d'usage. À quoi sert le débit? Le débit, concrètement, c'est la largeur ou la grosseur du tuyau qui vous amène de l'information sur votre ordinateur ou sur votre portable pour ce qui est de la 4G. Ou dans votre ordinateur aussi, si vous utilisez la 4G pour connecter un ordinateur portable, par exemple, au réseau, puisque cet usage aussi. Le débit, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'accéder à un contenu, ça reste très théorique, mais ça ne va pas le rester, à un contenu beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors maintenant, on peut se dire, quoi comme contenu? Ça peut être par exemple de la musique. Et on avait l'habitude de se rappeler, avant, quand on parlait de Edge, vous vous rappelez ce petit truc qui s'affichait en E sur certains réseaux, c'est de se dire que finalement, on veut écouter de la musique, il faut le télécharger, le morceau de musique, attendre qu'il soit téléchargé, puis l'écouter. Et puis en 3G, c'est devenu un peu magique, mais finalement, on pouvait l'écouter en même temps que... C'est-à-dire que le téléchargement était plus rapide, en fait, que l'écoute d'un morceau. Pour la vidéo, en théorie, on n'est pas loin, en 3G, mais dans certains cas, ça ne fonctionnait pas, ou dans certains cas, c'était limite. On voyait bien que si on voulait regarder une vidéo, elle risquait éventuellement d'être interrompue. Alors si c'est une petite vidéo sur un YouTube par exemple, c'est pas gênant, mais si c'est une vidéo, par exemple un mini-film ou une série, alors là pour le coup ça devenait gênant parce qu'on commençait à regarder puis on était bloqué. On est frustré. En 4G, non, c'est d'un seul coup, tout ça c'est fluide, puisqu'on est dans des débits qui dépassent les débits qu'on a à la maison. Vous savez, sur de la DSL un peu rapide, on est bien plus rapide, et donc en fait, on a un confort, par exemple, pour voir de la vidéo, qui est conforme au plus haut débit, puisqu'en fait, on approche, parfois on dépasse, le débit qu'on peut avoir sur la fibre.
La fibre, typiquement, on est à 100 mégabits par exemple. Avec de la 4G, on est un petit peu moins, un petit au-dessus de 100 mégabits. Donc en fait, on est dans un confort de fibre sur un portable. Et donc ça vous permet de voir, je sais pas quoi, un match de foot en direct, un film, une série, avec le confort de la maison en fait. Mais ça, donc c'est bien pour les particuliers, ça permet de télécharger des films plus vite, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos. Mais concrètement, pour les entreprises, quel est l'avantage d'avoir la 4G? Les entreprises sont des gros consommateurs de débit aussi. Pas toutes, bien sûr, et pas en permanence. Alors prenons ici par exemple, je suis sûr que vous allez chercher des contenus ici et là, et ces contenus, vous souhaitez qu'ils viennent rapidement. Donc bien sûr que vous vous dites ici, là j'ai de la fibre peut-être qui me permet de l'avoir rapidement. Mais vous envoyez un journaliste sur le terrain, vous dites tiens, il a pris un événement et il aimerait pouvoir l'envoyer rapidement, c'est très rapide. En plus, en 4G, on a des débits montants. Vous vous rappelez, on a des débits descendants et des débits montants. Là, on a des débits montants, c'est-à-dire le film qui part de votre téléphone et qui, par exemple, vous parvient ici et qui peut aller très rapidement. Vous voulez, vous savez, aujourd'hui, on est tous devenus journalistes avec Instagram, Snapchat. Ça reste quand même. Oui, je sais bien, c'est pour l'anecdote. Mais donc, effectivement, vous dites, pour ma petite communauté qui regarde mon Snapchat, et parce que je produis des choses très intéressantes sur, j'en sais rien, sur le climat qu'il fait aux Antilles, je diffuse immédiatement, ça monte et c'est disponible. Donc je plaisante bien sûr avec le fait d'être... Mais en fait, on est tous devenus quelque part des fournisseurs, des diffuseurs d'informations, bien sûr qui n'ont pas la même qualité qu'un studio, mais qui ont pour la communauté qui vous intéresse la même importance. Justement, tout le monde peut avoir la 4G sur son téléphone ou sur sa tablette. C'est la bonne nouvelle, oui. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Orange propose dès l'ouverture, et l'ouverture c'était là, ces jours-ci, cette heure-ci, dès l'ouverture de fournir la 4G à l'ensemble de ses clients, de tous ses clients qui étaient en 3G, passent automatiquement 4G. Quelle est la manipulation? Alors, il y a des petites opérations à vérifier. D'abord, effectivement, il faut être sur un endroit qui est couvert dans la 4G. La bonne nouvelle, c'est qu'entre maintenant, l'ouverture, c'était il y a quelques heures, et la fin de l'année, le tout début de l'année suivante, on arrive à 80% sur la Guadeloupe, 80% du territoire qui va être couvert avec la 4G. Les endroits qui ne sont pas couverts, effectivement, c'est les endroits un peu reculés. Alors, bien évidemment, c'est toujours l'endroit où quelqu'un va se dire « Ah, c'est dommage, c'est là où je suis », mais il n'empêche qu'effectivement, dans les grands lieux de vie, la 4G est présente, donc bien sûr là où on est aujourd'hui, et puis dans les grands endroits, mais aussi dans le domicile d'énormément de Guadeloupéens. Il reste toujours la 3G qui fonctionne très bien, bien sûr, mais il n'empêche que c'est une 4G pour tout le monde. Deuxièmement, ça sera payant? Pardon. Oui, alors c'est important, je le dis tout de suite, force de parenthèse, c'est dans le même tarif. C'est au même tarif qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez de la 3G pour un tarif, vous avez de la 4G pour le même tarif. C'est même mieux que ça, vous avez plus de forfaits, vous avez plus on appelle ça de godets, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais enfin de quantité d'informations. Ouais. Vous en avez plus que ce que vous en avez sur la 3G. Assez naturellement d'ailleurs, parce que quand on a 4G, ça va plus vite, donc on a envie d'en consommer davantage. On vous donne une voiture qui va plus vite, pour le coup elle dépense plus d'essence, mais on vous donne plus d'essence. Je ne sais pas si l'analogie va bien. Ouais. Alors je reviens maintenant comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut. Il faut effectivement être dans une zone, et on a vu que la zone est assez large. Deuxièmement, il faut aussi, et la plupart l'ont fait, mais il reste encore des gens qui ne l'ont pas fait, bon c'est le moment de le faire, d'aller dans une boutique Orange, si vous n'avez pas changé votre puce SIM. Comment vous savez que vous ne l'avez pas changé? On vous a envoyé un petit message vous disant il faut changer la puce SIM pour pouvoir disposer de la 4G. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher cette puce? Beaucoup. La plupart, soit parce qu'ils ont changé, ils ont fait ci, ils ont fait une opération, ils sont passés en boutique et on leur a fait, certains même ne s'en souviennent pas, mais on leur a fait automatiquement en prévision de la 4G. Et puis certains l'ont fait parce que ce sont des nouveaux clients, bien sûr. Voilà, ou certains en sont venus la demande parce qu'on fait la demande parce qu'ils ont reçu le message. Il existe une poignée de réfractaires, même si on leur envoie des messages, et puis là ils se disent ah mais j'ai pas la 4G, c'est le moment d'aller en boutique et gratuitement on vous fait l'échange de l'ancienne carte SIM avec la nouvelle carte SIM. Bien sûr ça change rien ni à votre forfait ni à votre numéro, c'est le même numéro de ça, c'est simplement pour vous permettre d'avoir la 4G. Ça c'est la deuxième opération. Donc la toute première c'était d'avoir un forfait 4G, mais je vous ai dit tous les gens qui avaient un forfait 3G ont un forfait 4G. Automatiquement 4G. Donc il vous faut changer de carte SIM si vous ne l'avez pas fait. Il y en a peu qui ne l'ont pas fait, mais il y a quand même encore des gens qui ne l'ont pas fait. Être dans une zone, et je vous dis que la zone ça concerne le plus grand monde. Il y a une dernière petite opération, je la signale parce qu'effectivement on a vu depuis l'ouverture de nombreux clients qui se disaient mais comment je fais? En fait sur les iPhones, alors je parle d'un iPhone, j'en ai un dans la main bien sûr, les iPhones il faut autoriser la 4G, c'est-à-dire que l'iPhone par défaut vous met sur le réseau 3G et essaye pas de vous mettre sur la 4G. Alors
c'est fait par défaut parce qu'ils se disent dans les endroits où il n'y a pas encore de 4G, plutôt que de s'amuser en permanence à chercher la 4G, ils vous disent bon ben on coince sur la 4G, donc comme ça on n'ira pas chercher une 4G qui n'existe pas. Et donc il faut aller dans les paramètres. Alors ça s'appelle données cellulaires. Je donne. Non, allez-y, c'est intéressant. Ah, alors je vous le donne. Allez-y. On se met dans le menu paramètres. Là je fais mon technicien en centre d'appel. On va dans le menu réglage. Hein, c'est le petit menu avec avec la roue dentée, enfin l'engrenage. Ouais. On ouvre réglage. À l'intérieur, il y a données cellulaires. On clique dessus. À l'intérieur de données cellulaires, vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Il y a une chose qui s'appelle options. On clique sur options, c'est la deuxième ligne. Hein. Ouais. Et on clique sur options. Et là, il y a marqué voix donnée et il y a marqué 2G, 3G ou LTE. Et il faut choisir LTE. Alors, oui, mais il faut le savoir quand même. Ah, il faut le savoir. Ben, c'est pour ça que je trouve que l'occasion est bonne de l'expliquer. Donc en fait, hein, je répète, il faut aller dans paramètres, il faut aller dans données cellulaires, dans options, et à la fin, dans options, il faut choisir voix donnée, et là, il faut choisir LTE. Et alors, il y a une chose un peu particulière, si vous me dites, mais pourquoi on parle de 4G quand il y a marqué LTE? Il se trouve que les appareils, les iPhones, hein, les Samsung, finalement, on parle de 4G, voilà. Ça, ouais. Non, mais sur les iPhones, il se trouve que le vocabulaire, qui est plutôt un vocabulaire nord-américain, dit LTE à la place de 4G. Donc, LTE, c'est de la 4G. Donc vous verrez apparaître, si vous avez un appareil Samsung, vous verrez marqué 4G. Si vous voyez un appareil Apple, il va vous afficher pour la même chose. LTE, c'est le même service, bien sûr. C'est le même service. Donc on parle de la 4G d'une manière globale, mais en fait il existe la 4G et la 4G+. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est une différence de débit. Alors en fait, on est conscient que quand on a lancé la 4G a été lancée avec un peu de retard vis-à-vis de la métropole. Alors, en ce qui nous concerne, Orange, nous, on était prêts depuis très longtemps. Moi-même, je suis un utilisateur de 4G aux Antilles depuis presque un an et demi. Parce que oui, la 4G en métropole a été lancée en 2013, voilà. Je crois. Et nous, dans les Antilles, et en Guyane aussi, bien sûr, on a poussé pour que ça se fasse rapidement. Pour des raisons administratives, compliquées, sans doute de licence, de fréquence, hein, il y a tout un domaine un peu technique et sans doute un peu long à expliquer, qui ont retardé ce projet, qui l'ont retardé alors même qu'on espérait, nous, hein, Orange dans les Caraïbes, une ouverture de la 4G au début 2016. C'était à peu près ce qu'on avait prévu en termes de calendrier, au regard de ce qui avait été dit dans la presse par les différentes autorités qui s'occupent des télécoms. D'accord. Et puis le dossier a pris son temps. Et puis en définitive, l'appel d'offres pour attribuer les fréquences est arrivé au mois d'avril 2016. Le rapport final, nous attribuons la première place d'ailleurs à Orange dans l'attribution des fréquences, les meilleures fréquences, celles qui permettent de donner la meilleure couverture, sont arrivées au mois d'octobre. Le tampon final est arrivé, c'était en début de semaine. Et l'autorisation et le communiqué de presse, c'était jeudi. Donc, vous voyez qu'en définitive, c'est effectivement un long processus pour arriver à l'autorisation définitive d'avoir de la 4G. Mais en ce qui nous concerne, nous, par contre, on avait la possibilité de le tester. On a demandé, parce qu'on installait des équipements, c'est beaucoup d'équipements installés à la 4G. En fait, si on devait, encore une fois, utiliser l'analogie avec les routes, c'est refaire un réseau routier. C'est refaire à l'intérieur de l'île à la fois deux fois deux voies pour permettre d'accueillir. On ne peut pas du tout utiliser les réseaux existants, c'est quelque chose de totalement différent. On peut partiellement les réutiliser. On va utiliser les pylônes, on ne va pas reconstruire une antenne là où il y en a déjà une, bien sûr. Mais en revanche, non, ce sont des équipements nouveaux. Ce sont des capacités nouvelles, donc il faut installer de la capacité, de la fibre par exemple, entre les différents sites. Donc une partie est réutilisable, mais une bonne partie, non, est totalement nouvelle. Et notre réseau, et aujourd'hui, en 2016, est largement a été rénové depuis les 2 ans qui viennent, quasiment dans sa quasi-totalité, sans d'ailleurs que nos clients s'en soient vraiment rendus compte. Mais il a été rénové justement pour accueillir la 4G. Et quelles sont les contraintes majoritaires que vous avez rencontrées en Guadeloupe pour installer cette 4G ? Contraintes assez faibles en définitive. Hein. Je veux dire, on a les contraintes habituelles que connaissent tous les opérateurs, c'est d'avoir, qui rendent bien sûr une opération d'installation d'un opérateur aux Antilles, dans tout le monde entier, hein, aux Antilles ou ailleurs, toujours un peu délicate. Il faut trouver des endroits pour installer des antennes, il faut trouver les bons emplacements pour être capable d'avoir de la couverture, il faut en avoir suffisamment pour être capable d'absorber du trafic, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire de la couverture et d'être partout, mais il faut encore que là où il y a le monde, qu'on puisse accueillir tous ces gens-là. Donc c'est tout un travail d'opérateur mobile qu'on sait faire et qu'on a fait depuis de nombreuses années. Et là, on a bien sûr réutilisé tout ça. Mais après, il y a eu un gros travail de rééquipement, de changer ces équipements, les antennes, en fait, les équipements techniques.
Et ça s'est fait dans les 2 dernières années. Et donc, je vous disais, effectivement, depuis le début de l'année 2016, même la fin de l'année 2015, on avait de la 4G. Nous, en interne, les employés d'Orange avions de la 4G. Et donc, quand j'allais voir les politiques, hein, pour l'anecdote, j'allais voir les politiques ou les administratifs, je leur disais, écoutez, j'ai de la 4G, encore une fois, j'ai une route qui est inutilisée. Donnez-moi au moins l'autorisation de l'ouvrir pour les Guadeloupéens. Voilà, donc c'est chose faite aujourd'hui. Vous avez commencé à avoir quelques retours de vos clients ? Oui, bien sûr. Ce matin, on avait d'ailleurs un petit événement où on recevait des chefs d'entreprise autour d'Orange. Et donc oui, bien sûr, les gens sont très surpris du débit, puisque d'un seul coup, ça change la vie sur un portable, en particulier dès qu'on télécharge, par exemple, une application, ou on télécharge une séquence vidéo, ou qu'on regarde une pièce jointe dans un email. Et bien d'un seul coup, ça vient immédiatement. Et donc oui, ça change considérablement la vie. Alors maintenant, ça c'est le retour d'individus, c'est important. Et puis on a le retour bien sûr technique, c'est-à-dire on voit le débit qui croît d'heure en heure, puisqu'en fait petit à petit les gens commencent à installer comme je vous ai dit, à se dire tiens, j'ai de la 4G, je vais l'utiliser, ah oui, ça va bien, ça roule bien. Et donc nous, nos équipes techniques voient effectivement la montée en débit progressive et c'est très impressionnant. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc 80% de la population sera couverte par la 4G d'ici le mois de février. Donc vous avez dit qu'il y avait des zones qui n'allaient pas être couvertes. Ça sera où concrètement ? C'est des zones. Enfin, je ne vais pas citer des villes d'abord parce que je risquerais d'en oublier. Ça serait des hameaux plutôt que des villes. Hein. On va dire que tout ce qui est ville ou bourg un peu important est couvert. En revanche, il y a ici et là des zones qui ne le sont pas. Les zones reculées, bien sûr. Prenons le cas par exemple sur la Basse-Terre. Toutes les zones du parc national sont assez faiblement couvertes, parce que ce sont des zones dans lesquelles il peut y avoir des touristes, mais ce n'est pas des zones de vie importantes. Et donc, en général, on tolère, s'il peut y avoir du téléphone, mais que quelqu'un qui n'a pas de données pendant par exemple, dans une marche où il traverse tout le massif, se dit, tant pis, il enverra ses photos quand il arrivera. Il n'est pas obligé de les envoyer pendant qu'il randonne. Voilà. Mais parfois ça arrive, il y a des gens qui se disent j'ai vu quelque chose de magnifique, j'aimerais tellement l'envoyer sur Facebook immédiatement pour en faire profiter ma communauté qui est si importante à mes yeux. Voilà. Mais enfin, il n'empêche qu'il y a des zones comme en métropole. On est d'ailleurs aujourd'hui dans une situation, on le disait tout à l'heure, je le rappelle, situation qui est celle de la métropole. Et on a d'ailleurs rattrapé, on a souhaité être même, vous citiez la 4G+, hein, qui est 2 fois plus rapide que la 4G. On a souhaité la lancer aujourd'hui pour être justement au même niveau que la métropole immédiatement dès l'ouverture. En métropole, on a d'abord lancé la 4G et ensuite on a lancé la 4G+. Nous, on s'est dit, allez, on lance la 4G, la 4G+. La 4G+, bien sûr, dans les zones de vie importantes, en se disant, c'est du meilleur débit, il y a des gens qui vont en avoir besoin. Là, ici, par exemple, où on est, voilà, on lance de la 4G+, ça va aller tout très vite et ça va aller très vite dès l'ouverture. Et donc, on est là, 2016, exactement au même niveau que la métropole sur les zones d'une densité similaire à celle de la Guadeloupe. D'accord. Vous allez bientôt avoir un nouveau concurrent, un 4e opérateur qui arrive en Guadeloupe. Est-ce que vous misez sur la 4G pour faire la différence et pour séduire vos usagers ? C'est plus que la 4G, mais c'en est un. On a beaucoup d'atouts, hein. Orange ici dans les Antilles, Orange en global, hein, et puis dans les Antilles en particulier. Un opérateur qui fournit, et c'est de notoriété publique, l'ARCEP, le site qui contrôle tous les opérateurs en France métropolitaine et dans les Antilles et dans les DOM de façon générale, signale qu'on a le meilleur réseau, la meilleure couverture, tous les éléments techniques qui forment le réseau. Voilà, nos enquêtes aussi montrent, les enquêtes qu'on effectue auprès de nos clients nous donnent un avantage très, très marqué remarqué par nos clients, ou remarqué par les clients, même ceux qui ne sont pas nos clients d'ailleurs, hein, sur notre couverture, mais aussi sur notre présence de boutique, sur la qualité de nos centres d'appel, sur la qualité de nos parcours clients. Et en plus notre volonté constante de s'améliorer. On continue en permanence des programmes d'amélioration parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'offrir, c'est notre motto chez Orange, une expérience incomparable et pas simplement une expérience meilleure. Ça ne vous fait pas peur alors, ce 4e concurrent ? Alors, un 4e opérateur qui arriverait, j'ai entendu effectivement comme vous, des gens qui ont des velléités de s'installer aux Antilles. Alors pour l'instant, il va falloir qu'ils construisent un réseau, donc ce n'est pas pour tout de suite, bien sûr, hein, s'ils ont la volonté de le faire. Mais il n'empêche que, comme en métropole ou comme ailleurs, quelqu'un qui arrive va assez naturellement être sur un terrain de jeu qui n'est pas tout à fait le nôtre, hein, ni en termes de qualité, ni en termes de proximité avec ses clients, ni en termes d'interaction. Mais ce qui intéresse les gens, c'est les tarifs proposés, j'imagine. C'est un tout. C'est un tout. D'abord, les gens, hein, comme vous le dites, c'est des gens très différents.
entre des entreprises, des professionnels, des gens qui vivent ici, des gens qui vivent là, des jeunes, des gros consommateurs de data, des gens qui vont et viennent entre la métropole. Chacun a une utilisation des moyens télécoms qui lui est propre. Et donc chacun voit en fait ce qui est le mieux pour son propre usage. Et certains effectivement se disent, pour moi c'est le prix, quelle que soit la qualité, finalement c'est le prix, même si j'ai pas de 4G dans mes endroits qui sont importants, mais finalement là où je travaille, finalement j'ai une 4G qui coûte pas cher. Et puis d'autres se disent, non, finalement ce qui est important pour moi c'est de la qualité. Et entre les deux, bien évidemment, il y a toute la palette des couleurs qui peut exister. Vous êtes le leader du marché. Quels sont vos objectifs ? De le rester, d'abord parce que c'est notre, comme on le dit assez fréquemment, notre ADN, c'est notre culture. C'est notre culture en France métropolitaine, Orange, c'est notre culture dans le monde, c'est notre culture bien sûr aux Antilles, on s'y retrouve totalement. Et de le rester grâce à la qualité de notre réseau, la qualité de notre parcours client, de l'expérience client, des produits qu'on vend, des devices qu'on commercialise, même si ce n'est pas nous qui les fabriquons. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est effectivement la qualité, c'est que les clients s'y retrouvent et s'y retrouvent bien. C'est qu'on les accompagne, c'est bien sûr l'innovation aussi, d'être en avance. Donc sur la 4G, bien sûr, on n'a pas failli à cette mission d'être en avance sur tout le monde, oui. D'accord, j'aimerais terminer avec un petit mot sur le roaming. Alors c'est un sujet compliqué, mais concrètement, avant, quand on partait en métropole, on avait des frais à payer. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'on en est ? Alors il y a eu des lois. Une loi qui est notamment qui a été dont la mise en place s'est faite en avril dernier, alors c'est avril ou mai. Je crois que c'était au mois de mai que ça a été adopté. Oui, mais alors fin avril début mai, donc en tout cas c'est fin avril effectivement qu'on l'a mis en place, dont l'objectif c'est d'éviter les tarifs dits de roaming, c'est-à-dire quand on se déplace sur un autre territoire que le territoire de son opérateur initial. Il se trouve que dans la France, dans son ensemble, la plaque Caraïbes et la métropole sont deux territoires différents. Ça a été défini par les autorités à la fois de régulation des télécommunications, de la concurrence aussi, de dire que ce sont des territoires différents. Pour autant des territoires différents, mais qui appartiennent à une entité unique qui est le territoire de la France, de la République française. Donc l'idée était de se dire, sur ce territoire-là, dans une idée de rapprochement entre les territoires ultramarins et la métropole, de se dire, finalement, un Antillais qui va en métropole ne devrait pas payer des tarifs différents. Et donc la loi visait à faire en sorte que un Antillais qui va en métropole, un Guadeloupéen part à Paris finalement, il va payer le même tarif qu'ici. Et ça c'est fait. Et donc nous on l'a implémenté en avril dernier, très naturellement, on a suivi la loi, et on l'a même étendu à l'Europe, parce qu'on s'est dit, en définitive, les Antillais qui partent en métropole, ils peuvent avoir aussi l'envie d'aller en Belgique, en Espagne ou en Italie, et qu'en définitive, il n'y a pas de raison qu'on se limite à la France métropolitaine. Donc on l'a élargi à l'Europe. On a dit, vous allez en Europe, donc on souhaite que les tarifs qui vont vous être pratiqués sont les mêmes tarifs que quand vous venez ici aux Antilles. Et alors c'est important, sur la voix et sur les SMS, c'est le contour de la loi. D'accord. Alors cette loi, excuse-moi si je suis un peu bavard, le sujet est vaste, cette loi préfigure une autre loi qui est une loi européenne, dont l'objet est de faire un peu la même chose entre les différents pays européens. C'est de se dire, mais finalement, en Europe, l'Europe est une entité, aujourd'hui une entité unique, et le réglementaire européen se dit, les roaming, la disparité des roaming, des tarifs quand on va d'un pays à l'autre est un frein en fait au déplacement des personnes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aplanir tout ça ? C'est une bonne raison politique. Il y a des freins, bien sûr. Je vais vous en donner un. Il y en a beaucoup d'autres. Un des premiers freins, c'est que chaque pays a sa propre souveraineté, a son propre autorité de réglementation, a notamment ses tarifs, vous savez, de licence. Pour avoir une licence pour opérer sur un territoire, il faut payer des tarifs. Et ces tarifs sont différents d'un pays à l'autre. Donc s'il n'y a pas d'harmonisation entre ces différents territoires, en définitive, peut-être que quelqu'un va se dire, bah, tiens, je vais me mettre, vous savez, comme sur le travail, sur le marché du travail, je vais peut-être opérer dans l'endroit le plus favorable en termes de licence, en termes de réglementation ou en termes, par exemple, de fiscalité, et arroser le reste de l'Europe. Donc le réglementaire européen essaye dans le même temps d'essayer de faire une espèce d'harmonisation avec des réglementations pour éviter éventuellement
que tout soit chambardé, que finalement plus personne n'y s'y retrouve, y compris bien sûr les utilisateurs des services de télécom. Donc c'est pour ça qu'il y a une réglementation générale d'essayer d'aplanir. Les Antilles ont souhaité le faire avec un peu d'avance. C'est un bon laboratoire, je trouve. Nous, en tout cas, au Lorange, on l'a appliqué dès l'ouverture. Donc là, on ne paye plus les frais. On ne paye plus. On ne paye plus quand on va en métropole les frais qu'on avait avant. Et donc ça signifie qu'un Antillais qui part en métropole peut téléphoner à un autre Antillais en métropole, à un métropolitain en métropole, un métropolitain aux Antilles, ou voilà, dans tous les cas. Et un métropolitain qui viendrait aux Antilles, c'est pareil. Mais dans l'autre sens, bien sûr, ça existe aussi. Ça marche aussi, d'accord. Eh ben, je vous remercie, Vincent Poujol, je vous en prie, c'est un plaisir. Directeur général d'Orange Caraïbes, je le répète. De mon côté, moi, je vais aller surfer sur la 4G et on se retrouve tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de TV Eco où nous nous intéressons ce soir au lancement de la 4G sur notre territoire. En première partie d'émission, nous avons reçu Vincent Poujol, le directeur général d'Orange Caraïbes. Mais l'opérateur n'est pas le seul à offrir la 4G à ses utilisateurs puisque SFR la lance également ce jeudi 1er décembre. Alors concrètement, comment SFR compte défier la concurrence? La réponse avec son directeur, Frédéric Ayotte. Nous lançons un réseau 4G en force, avec une couverture de la population de plus de 95%, ce qui est largement devant ce qu'ont annoncé nos concurrents. Par ailleurs, nous animons énormément le marché également en proposant une offre, notamment une offre centrale, avec 20 gigas d'internet à 39,99 €. Ce qui est extrêmement compétitif sur notre marché. On mise très simplement sur une qualité de réseau exceptionnelle, je vous l'ai annoncé, on démarre tout de suite le réseau avec une couverture de 95% de la population, ce qui est énorme. On a depuis 12 mois fait des énormes investissements sur nos réseaux pour changer complètement notre réseau mobile et pour préparer la 4G. Et nous avons fait le choix stratégique d'équiper quasiment l'ensemble de nos sites en 4G pour offrir aujourd'hui aux Guadeloupéens une couverture quasi totale du territoire. Comme Orange, SFR lance également la 4G et la 4G+, avec tout de même quelques différences. Notre réseau est également 4G+. Nous lançons avec des débits de 70 mégabits et nous lançons dès le 15 décembre le 180 mégabits et avant la fin décembre le 300 mégabits. Donc nous avons également un réseau 3G+. Donc tout ce que je vous dis sur nos offres est valable pour la 4G+. Et ce sont les zones les plus denses qui auront les débits les plus importants, mais néanmoins, nous couvrons 95% de la population en 4G. Betty Fausta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Guadeloupe Tech, mais vous êtes également à la tête d'IPEOS, une entreprise spécialisée dans le numérique et l'intégration informatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors IPEOS, c'est une entreprise qui transforme des idées, des concepts au sein des entreprises en logiciels, en sites web, en applications ou des problèmes de réseau ou autres en solutions. Parce qu'on a via en fait le monde open source des milliers en fait d'outils qui sont là. C'est pas forcément des licences parce que l'open source on travaille avec des licences qui sont très souvent gratuites, mais c'est l'intégration, c'est-à-dire la valeur ajoutée de notre travail, la formation ou des configurations spécifiques qui font vraiment le prix et la valeur ajoutée de la prestation. D'accord. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là? Pourquoi ce secteur-là d'abord? C'est un secteur que j'ai connu dans le monde universitaire. J'ai eu en fait tout d'abord à faire au niveau national en fait un site de défense de certaines libertés, donc un Noir de France à l'époque. Ensuite, j'ai eu à faire un autre site pour des laboratoires de recherche où j'étais intégrée. Et je me suis dit, mais je suis passionnée par ça, donc je quitte mon environnement où j'ai fait des études en sciences politiques et en sociologie de l'organisation. Et j'ai quitté tout ça pour ma passion qui est devenue en fait l'informatique et le numérique. Et donc voilà, et après je me suis formée par ailleurs là-dessus. Mais précisément, je travaille avec des gens compétents qui sont formés, des ingénieurs, etc. Et moi-même, je continue à me former tout le temps dans ce secteur-là. Pas plus tard que cette année, j'ai eu une expertise, une formation au niveau en fait de l'ONU pour les experts en sécurité
concerne en fait tout ce qui est flux dématérialisé, tout ce qui est e-commerce, il faut avoir une certification et puis là, des livres, des certifications à très haut niveau parce que on peut être amené à travailler, à conseiller un gouvernement ou une grande entreprise au niveau international. Comment se porte justement le secteur du numérique en Guadeloupe ? Alors le secteur du numérique a beaucoup de nouveaux entrants, de nouvelles entreprises qui arrivent, très souvent des petites entreprises de 1 ou 2 personnes, donc après en général soit les entreprises solo, mais j'ai envie de dire, beaucoup de nouveaux acteurs, il y a des acteurs qui grossissent, on en a quelques-uns quand même, mais il n'y en a pas tant que ça qui grossissent parce que le marché ne grandit pas tant que ça en taille, puisque c'est le même marché en termes d'entreprise ou de particuliers. Par contre, il y a de nouvelles opportunités. Comme quoi par exemple ? Des nouveaux services aux usagers, des services digitaux, le tourisme, etc. Il y a pas mal d'activités qui se lancent. La Guadeloupe, pendant longtemps, a eu du mal en fait certaines entreprises ou certaines collectivités ont eu du mal à monter des projets intéressants au niveau du numérique. Donc pour eux, ils s'arrêtaient à une petite vitrine ou à des solutions très, on va dire packagées, basiques. Alors, ça change maintenant ? Disons qu'il commence à y avoir une pensée plus construite sur des produits à long terme pour leurs clients, leurs usagers, et commence à y avoir une ouverture. Alors, je dirais, globalement, il y a une évolution positive, mais elle n'est pas assez forte et il n'y a pas de décisions fortes en matière de numérique. Je prends 3 exemples. 3 exemples. Oui, 3. Et des exemples comparatifs. Il y a 8 ans à La Réunion, il a été lancé en fait des passeports du numérique pour permettre en fait au secteur de se doper avec des commandes de petites entreprises, etc., qui permettaient aux petites entreprises de s'équiper sur des projets, ça peut être immatériel ou matériel, via des acteurs de l'économie numérique. Ça a dopé le secteur au niveau de La Réunion. Pendant ce temps-là, à la Guadeloupe, il y a eu bien sûr des investissements peut-être pour un gros projet d'infrastructure, mais pas vis-à-vis des acteurs du numérique. Ça, c'est un exemple concret. Deuxième exemple, au niveau du secteur d'accompagnement, au niveau donc, de la Martinique. Qu'est-ce que vous appelez le secteur d'accompagnement ? J'y viens. Au niveau de la Martinique, ils ont mis en fait un incubateur et une pépinière d'entreprise au niveau de la communauté d'agglomération du centre Martinique il y a à peu près 5-6 ans. Nous, ça fait à peine 2 ans. Qu'il y a eu une pépinière, donc or il faut énormément d'acteurs, il faut beaucoup d'acteurs qui interviennent, beaucoup d'incubateurs, de pépinières, d'espaces de coworking. Il n'en faut pas un, il en faut plein, parce que plus cet écosystème grossit avec un tas d'acteurs, plus ça permet en fait de créer une forme d'émulation, une augmentation d'expertise, un perfectionnement de ceux qui rentrent dans ces écosystèmes-là. S'il n'y en a pas, ça démotive en fait ceux voilà. qui vont se lancer. Il y a bien une pépinière et en cela je félicite la ville de Bémao qui a été courageuse. Elle était la seule, sans financement à l'époque de la région. Ils ont permis quand même à 10 pépins d'émerger. Mais 10 pépins sur des centaines ou des milliers de créations d'entreprises, c'est pas assez. Il en faudra un peu plus, un peu partout en Guadeloupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui est intéressant, après en même temps, il y a des cycles. Ça permet en fait de renouveler par rapport à ce qui est possible. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième, c'est lié en fait à ce qui concerne la formation. Lorsque vous avez eu en fait le grand plan, il y a eu plusieurs plans en fait pour les espaces numériques de travail qui ont été lancés. Au niveau des espaces numériques de travail, on a développé dans plusieurs territoires, je pense à Toulouse, à Montpellier, à La Réunion, enfin un peu partout, un peu moins au niveau du ultramarin. Mais au niveau de la Guyane et au niveau de la Réunion, ça a été fait. Moins au niveau de la Martinique et pas du tout en Guadeloupe. Les espaces numériques de travail a permis de faire développer des écosystèmes dans le domaine du numérique et de l'éducation. On appelle ça le secteur édutique ou TICE, TICE, etc. Et ce genre de secteur, ça permet de drainer énormément de création d'emplois parce que ce soit les enseignants, que ce soit les quartiers, etc., ils ont besoin d'accompagnement. Mais pour ça, il faut libérer
des projets, des financements et les initiatives et permettre que ça émerge. Et pourquoi en Guadeloupe ça n'a pas été fait du tout? Il y a eu peut-être un projet universitaire et un projet lié aux artisans à la Chambre des métiers. D'ailleurs, ma société a eu l'honneur de travailler sur un projet là-dessus, mais c'est timide. C'est-à-dire que quand on va investir 1 euro sur ce projet en Guadeloupe, à l'extérieur, en équivalent temps plein, on va investir 100, 200 euros. Et donc, vous ne pouvez pas demander la même exigence avec 100 fois moins de moyens. Donc c'est un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc très clairement, là-dessus, il faut vraiment y aller. Voilà. Donc il y a vraiment des secteurs où on a besoin de numérique et ce qui se passe concrètement, c'est que les acteurs qui pourraient apporter dans plusieurs domaines, la santé, etc., leur expertise, mais soit il y a un problème de commande, très clairement. L'innovation n'est pas encore bien perçue au niveau des acteurs qui travaillent sur les marchés publics. Vous savez, quelqu'un qui travaille sur les marchés publics, il va s'arrêter au texte, aux principaux, l'article 28 du CMP, enfin, Code des marchés publics. Il va s'arrêter à des éléments basiques, alors que c'est tellement complexe au niveau des marchés publics. Il y a de plus en plus d'éléments, de décrets qui sont arrivés qui permettent en fait aux acteurs privés ou publics de travailler ensemble sur le domaine de l'innovation. Et ça, je quitte un peu plus CIPIOS, mais j'interviens au niveau de Guadeloupe Tech. Je compte bien avec le nouveau conseil d'administration travailler sur cet aspect-là pour que justement au niveau en fait au niveau de la Guadeloupe, du territoire, qu'on puisse avoir une petite dose pour permettre à nos jeunes pousses, aux startups, même s'ils n'ont pas 10 000 références, ils proposent une idée, une solution, qu'il y ait des possibilités d'achat, parce qu'il faut arrêter, ok, d'accord, on prend des entreprises qui ont 10 ans de référence, 20 ans. Si vous prenez que des entreprises qui ont 10 ans, 20 ans de référence et qui viennent très souvent de l'extérieur, comment voulez-vous développer une expertise au niveau de votre territoire? Comment voulez-vous créer de l'emploi si l'argent que vous avez dépensé est transvasé ailleurs? Et comment voulez-vous gagner des impôts, de l'argent, sur l'argent que les entreprises ne gagnent pas? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, parlons un peu maintenant de la 4G. Vous, donc, vous êtes une experte dans le domaine du numérique. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez avec impatience ou pas du tout? Est-ce que vous pensez qu'au final, c'est un peu un buzz commercial? Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est un buzz commercial. La 4G, comme la fibre optique, est très attendue. Ça fait partie des outils que nous avons besoin, nos acteurs du numérique. Vous savez pour quelle raison? Vous allez me le dire. Eh bien, écoutez, je vais prendre l'exemple de la société IPIOS parce qu'on développe des applications mobiles. On développe des sites web, on développe l'interaction avec des gens, des outils dématérialisés. Il nous faut un réseau performant, qui soit rapide, réactif. Donc, si on n'a pas ça en face, si on a un débit tellement faible qu'à chaque fois qu'une pauvre photo se charge, ça prend du temps. Si on n'a pas, en dehors de contractuellement, vis-à-vis des opérateurs, ils nous annoncent tel débit et au final, dans notre réalité quotidienne, on voit que ce n'est pas cela. Les services, les innovations que l'on pourrait apporter, eh bien, on est défaillant. C'est-à-dire que même si on peut avoir toutes les compétences au niveau de ce qu'on fait, j'ai vu, j'étais au Canada au mois d'avril, on a présenté certaines de nos solutions à des partenaires, etc. Ils ont dit, mais vous faites ça en Guadeloupe? On pensait le petit caillou là. Ben oui, en Guadeloupe, il y a de l'expertise, il y a de l'intelligence. Mais c'est vrai que l'infrastructure doit aussi suivre. Vous l'avez testé la 4G? Alors, au niveau de la 4G, j'étais à la réunion de lancement en ce qui concerne l'un des opérateurs. Je n'ai pas encore eu le plaisir de tester moi-même les éléments de 4G. Après, j'ai testé, non pas en Guadeloupe, mais au niveau national, puisque j'ai une deuxième ligne au niveau national. Et effectivement, la 4G est agréable pour... On voit la différence. On voit la différence à l'utilisation. Donc réellement, c'est un besoin pour nos acteurs de numérique, mais pas simplement. La population aussi, parce que vous savez, quand vous avez pour le plaisir besoin de partager des choses avec vos enfants ou pour des éléments d'éducation en ligne, ça peut être pratique, quoi.
En métropole, la 4G a été lancée en 2013, donc ça fait 3 ans. Est-ce que vous comprenez qu'on ait un retard comme ça de 3 ans en Guadeloupe ? Je comprends difficilement, mais pour l'avoir suivi, je sais qu'il y a certains parlementaires qui se sont battus pour que ça arrive rapidement. Après, c'est au niveau de l'ARCEP. Il faudrait travailler pour qu'il y ait... L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation de tout ce qui est télécommunications. Il faudrait investir pour qu'il y ait un suivi, un lobbying, pour que les Outre-mer ne soient pas à chaque fois les parents pauvres. Mais pour ça, il faudrait que nos collectivités puissent investir. Et là, les collectivités ont d'autres priorités. Vous avez entendu parler du problème de l'eau. Entre, des outils de travail et des besoins basiques, vous connaissez la pyramide de Maslow, hein? Donc les besoins basiques, l'eau, c'est prioritaire. Donc j'espère juste que la question de l'eau sera réglée. Mais bon, ça c'est une question à voir parce que malheureusement, au niveau de l'ARCEP, c'est des questions de lobbying et pas simplement intervenir à l'Assemblée. Il faut tout le temps avoir des personnes de la Guadeloupe ou d'Outre-mer qui participent aux commissions et qui après pèsent sur les décisions. Mais au final, ça pénalise quand même la population guadeloupéenne. Ah oui, mais c'est clair. Mais vous savez, c'est pas la seule problématique sur laquelle on est des Français tout à fait à part. Est-ce qu'il y a d'autres retards technologiques qu'on peut noter comme ça en Guadeloupe ? Je pense que la population se rend compte de certains retards. Mais je dirais que c'est parfois lié à certains acteurs. Ça peut être des règles de lobbying commercial, hein, parce que quand vous êtes en domaine insulaire, il y a des règles. Hein, vous savez, vous pensez à quoi, par exemple ? Écoutez, un bon journaliste, je vous laisse présenter peut-être aux téléspectateurs les éléments. Mais c'est un peu valable. Au niveau de la santé, il y a eu quelques règles. Au niveau des prestations, au niveau numérique, au niveau technologique, forcément, à chaque fois, il y a des décrets spécifiques à l'outre-mer. Au niveau... à tous les niveaux. Un exemple simple, lorsque vous, en tant que professionnel, pour pouvoir travailler sur un marché ou apporter ce qu'on appelle une analyse marketing à un projet, etc. Vous recherchez des chiffres sur un peu tout. Est-ce que l'INSEE vous apporte des données fiables et régulières au niveau de la Guadeloupe ? C'est votre petit coup de gueule ? Ce n'est pas mon coup de gueule, mais ce n'est qu'un constat. Est-ce qu'il y a d'autres atouts qu'on peut mettre en valeur en Guadeloupe ? Il y a énormément d'atouts. Hein. Déjà, la Guadeloupe est encore jeune. Il y a une population jeune, active, etc. Il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui étaient à l'extérieur, qui reviennent avec certaines expertises ou une volonté de transformer les choses. Je pense que parfois, dans certains secteurs, il serait temps de les laisser faire parce qu'ils apportent une vraie plus-value et ça pourrait apporter des points de croissance à notre territoire et diminuer l'emploi. Donc oui, je pense qu'on a une jeunesse qui est très ouverte, vitalisée par les nouvelles technologies, ça c'est clair. On est au niveau des équipements, on est vraiment très équipé, quasiment 2 portables et demi par personne. 2 portables et demi par personne ? Les chiffres sont énormes. Comment c'est possible ? Vous savez, vous en prenez un, vous en prenez un autre, etc. Vous en avez combien, vous ? 2, 3, je crois. 3 ? D'accord. Mais bon, disons qu'au niveau des lignes, j'en ai 3, mais au niveau physique, j'en ai 2. Je fais pas le figure, moi j'en ai qu'un. Vous n'en avez besoin qu'un, peut-être. Pour l'instant, ça va. Voilà. Non, mais bon, après, au niveau du tourisme, il y a des efforts qui ont été faits. Après, on pourrait améliorer un peu les circuits, on pourrait améliorer certains projets, très clairement, pour que ça soit fait. Mais on a une jeunesse qui a envie, mais le gros problème, c'est l'investissement, l'argent qui n'y a pas assez. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de banque, etc. Parce qu'il peut y avoir un jeune qui a une bonne idée, mais il ne monte pas bien son projet. C'est pas ça, mais c'est l'écosystème qui doit vraiment grandir et accompagner dès le départ cette vitalité, cette jeunesse. Et puis même, j'ai envie de dire, tout début de projet qui pourra apporter des solutions aux problématiques de la Guadeloupe sont les bienvenus.
Je vous remercie Betty Fosta d'être venue parler avec nous sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes la présidente de Guadeloupe Tech et vous êtes également à la tête d'IPEOS. Je vous remercie. Merci Sophie. C'était ETV Éco. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions en replay, mais également ETV en live sur notre site internet efm-etv.com. À bientôt.